Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Alors, moi, je vais présenter quelque chose qui est un petit peu différent de la journée. On reste dans le thème de la location meublée, bien évidemment. Non professionnelle, pourquoi pas, parce que je vais être obligé d'évoquer un petit peu la fiscalité. Elle est très particulière. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Je vais essayer de faire quelque chose de large et vous aurez certainement des questions. Mais le but, c'est que vous compreniez quels sont les avantages et quels sont les inconvénients et pourquoi on peut parler d'investissement ou non avec les mobilos. Alors pour commencer, je vais faire une rapide présentation. Donc moi je suis, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'afficher. J'ai fait des études de STAPS, donc j'ai un bac plus 4. Je suis aussi enseignant spécialisé avec des jeunes en difficulté. Et je suis investisseur depuis 2005 puisque j'ai acheté une résidence principale à Limoges. Et j'ai aujourd'hui 27 lots immobiliers et 4 mobilhomes. Donc quand je dis 27 lots immobiliers, on parle bien de unités locatives. Ça peut être appartement, maison, commerce. C'est pas 27 immeubles, c'est ce que je voulais dire. Donc j'ai débuté avec les mobilhomes et c'est pour ça que je connais très bien le sujet. Donc moi j'ai débuté il y a très longtemps, j'avais vraiment des motivations d'investissement. J'ai réussi à faire d'investissement avec les mobilhomes. Aujourd'hui il y a des choses qui ont changé, donc il va falloir, c'est ce qu'on va essayer d'évoquer. Donc je suis aussi chef d'entreprise, j'ai 2 sites qui me permettent d'être un petit peu vu sur le net, donc investissementmobilhome.com et meublepapa.com. Je suis à mi-temps enseignant et à mi-temps chef d'entreprise et à mi-temps investisseur, si on peut le caler à côté. Donc je reviens sur une notion qui est parfois abordée, parfois non. Donc simplement, c'est pas pour étaler ma vie, mais j'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a toujours animé. Je fonctionne par objectif. Quand j'ai commencé à investir, quand j'ai commencé à mettre des choses en place, quand j'ai commencé à décider à devenir à mi-temps enseignant et à mi-temps chef d'entreprise, c'était pour atteindre des objectifs et moi, ils sont assez simples. C'est réussir avec ma famille, donc de manière sympa, en voyageant, des moments simples, et aussi de m'occuper des groupes de jeunes en difficulté avec qui on construit des projets de séjour, puisqu'ils n'ont pas forcément la chance de le faire. Donc on en parlait ce midi, c'est la photo pour le voyage en Guadeloupe. Alors, mes débuts en mobilhome, pour que vous compreniez bien, vous voyez, ça c'est un mauvais exemple. Là. La terrasse, la photo de terrasse, elle n'est pas terrible. Hein. C'est pas animé, il n'y a pas de sourire pour la location, c'est pas top. Donc, moi j'ai commencé avec les mobilhomes, puisque en fait, je suis parti en vacances dans le mobilhome de ma cousine. Je trouvais ça plutôt sympa, c'était animé, c'était agréable. Et on aime ou on n'aime pas le camping, mais au final, on peut avoir des moments très sympas. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi on ne pourrait pas en faire quelque chose de rentable. Donc, je me suis vite rendu compte que ma cousine, elle faisait que se plaindre. Donc, elle perdait de l'argent chaque année. Elle voulait vendre le mobilhome et elle m'a proposé de m'occuper de ça, contre rémunération sympathique à la fin de l'année. Et je m'en suis occupé. Et au bout d'un an, elle a commencé à gagner de l'argent. Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent et je me suis renseigné de plus en plus. C'est juste pour les débuts, pour vous rendre compte comment j'ai commencé. Alors, je vous montre quelques étapes. Mon premier mobilhome, c'est la terrasse que vous venez de voir. Je l'ai acheté, il avait 7 ans. C'est pas que ça fait 7 ans, mais il avait 7 ans. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur la déco. C'était les années 2007 à l'époque. Le deuxième mobilhome, je l'ai acheté neuf. J'ai enchaîné avec un troisième qui avait 1 an, qui avait une belle décote et j'avais récupéré à un tarif acceptable, on va dire. Et le quatrième mobilhome que j'ai acheté, il avait 12 ans quand je l'ai acheté et au final, ça a été celui qui a été le plus rentable pour moi. Alors, je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez voir qu'il était dans un camping où finalement, ma location d'emplacement à l'année, elle était tellement basse qu'en optimisant la location courte durée, je faisais une vraie marge chaque année. Mais on va y revenir, je vais vous mettre des chiffres parce que je pense que ça sera important pour cet exemple. Alors, la particularité des mobilhomes, clairement, et ça, je veux vraiment que vous reteniez ça parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, où les gens se basent sur le fait un mobilhome, c'est pas cher, pourquoi on ne se lance pas là-dedans et pourquoi on s'embête avec l'investissement immobilier qui vaut 100 000 euros, 200 000 euros, alors que les mobilhomes à 40 000 euros, voire à 20 000 euros, on peut avoir quelque chose. Donc il faut bien comprendre que c'est un monde à part et ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que peu de personnes connaissent les lois. Beaucoup se lancent tête baissée sans information, ça je le dis. Ne partez jamais vraiment, pareil, deuxième conseil, n'achetez jamais un mobilhome parce que vous allez trouver ça sympa à 25 000 euros. Et au final, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer derrière. Surtout, on ne fait pas cette erreur. Beaucoup d'acheteurs ne visent pas l'investissement et les campings sont des entreprises rentables. Alors, quand je dis les campings sont des entreprises rentables,
Ça rejoint ce que disait Luc ce matin sur les banques. Les campings vont être des partenaires. Ils doivent être rentables puisque ce sont des entreprises. Sinon, ils feraient du bénévolat. Qui dit entreprise rentable dit maximiser les choses pour gagner de l'argent. Et nous, on va être locataire d'un terrain, donc on risque d'être les pigeons. C'est là où il faut être très vigilant. Je vais y revenir en détail. Alors, on va essayer de voir un petit rappel à la loi dans un premier temps et le fonctionnement le plus simple qui existe. Les 3 objectifs d'achat, les 5 points indispensables à mon sens, et on finira par une petite conclusion. Donc, on va beaucoup insister. Il marche pas le laser. On va beaucoup insister sur le point 3 et les 2 premiers, ça va vraiment être des rappels hyper importants. Alors, première partie, donc le rappel à la loi et le fonctionnement. Première chose, le mobil-home, c'est une résidence mobile de loisirs. Qui dit résidence mobile de loisirs dit elle doit être mobile. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout, par exemple, mettre une terrasse cimentée qui ferait que le mobil-home n'est plus déplaçable. Ça, c'est une première chose. Un mobil-home, il doit rester sur ses roues. Ça, c'est vraiment le premier point et vous allez voir pourquoi c'est important. Les installations possibles, j'en parlais ce midi aussi de ce point-là. Vraiment, quelque chose à bien retenir. Les installations possibles de mobil-home, c'est sur des parcs résidentiels de loisirs, sur les villages vacances classés ou sur les campings. Tout le reste, clairement, c'est interdit par la loi. Là, il y a bien évidemment des exceptions. Je vais en citer une tout de suite. On peut avoir un mobil-home sur un terrain privé pendant un certain temps. Pour une période agricole, par exemple, un agriculteur qui décide de mettre un mobil-home pendant 2 ans pour les saisonniers, il va pouvoir héberger des saisonniers pendant un certain temps, il n'y aura pas de problème. Par contre, même aujourd'hui, si un maire autorise une personne à mettre un mobil-home sur une parcelle privée, il faut savoir que lui-même est hors la loi. Voilà, ça déjà c'est le premier point à retenir. Le mobil-home doit rester déplaçable, ça on l'a vu. Interdiction d'avoir un mobil-home sur un terrain privé, c'est ce que j'ai dit. Et ne pas perdre de vue aussi qu'on est propriétaire du mobil-home et des équipements, mais qu'on risque d'être locataire d'un terrain. Puisque si on est en parc résidentiel de loisirs, en village vacances ou en camping, il y a de grandes chances qu'on soit locataire, sauf le cas particulier du parc résidentiel, je vais y revenir aussi. Alors, le fonctionnement. Ça aussi, c'est des bases, je ne sais pas du tout si vous avez déjà des notions sur le fonctionnement dans les campings ou pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment, ça c'est très simple en fait. C'est simple, mais il faut l'intégrer parce que c'est ce qui fait que le prix d'un mobil-home va devenir très secondaire. En fait, on est propriétaire d'un mobil-home et locataire d'un emplacement. Donc ça veut dire que quand vous allez louer votre mobil-home, vous allez faire de la sous-location. Ça, vous allez voir que légalement, ça change beaucoup de choses. On est donc soumis à un règlement intérieur. C'est-à-dire que si votre mobil-home il est placé sur une parcelle dans un camping, vous êtes propriétaire du mobil-home, vous êtes propriétaire de la terrasse, des équipements dans le mobil-home, mais par contre, vous allez devoir respecter un règlement intérieur qui va être plus ou moins précis, plus ou moins large, plus ou moins souple, et il va falloir être très vigilant. Je vous donne un exemple. Vous pouvez tout à fait avoir un mobil-home sur un terrain de camping et que le camping précise dans son règlement intérieur que vous ne pouvez pas le sous-louer. Ou alors que vous pouvez sous-louer votre mobil-home et qu'il vous prendra 30%. Ou alors que vous pouvez sous-louer votre mobil-home mais qu'il ne veut pas avoir peut-être d'autres personnes que la famille. Voilà, il faut être très clair là-dessus. On est bien soumis au règlement intérieur. On fait bien de la sous-location et non de la location. Et on va y revenir. Je vais être obligé de faire un petit peu de fiscalité, mais ça sera plus simple que ce matin. Mais c'est important parce que vous allez voir que ça a une incidence très profonde sur l'investissement et sur l'achat de mobil-home. Donc les résidences mobiles de loisirs font qu'on a une fiscalité toute particulière. Allez, on va enchaîner. Donc voilà, je vous l'ai dit, les 2 premiers points, ça va passer assez vite. C'est vraiment histoire de bien comprendre les choses. Donc un petit rappel sur pourquoi un mobil-home est intéressant en fonction des objectifs. J'ai simplifié. C'est vraiment 3 éléments que je reprends régulièrement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mobil-home, voilà, c'est un bien qui est acheté maximum 50 000 €. Voilà. Quand j'ai fait cette diapo, j'aurais peut-être pu mettre 70 000 parce qu'aujourd'hui, notamment suite au Covid, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir une résidence secondaire et être tranquille et les prix ont flambé. Un peu comme l'immobilier. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie. J'en profite pour dire aussi qu'il y a une cote pour les mobil-homes. C'est un peu comme les véhicules. Mais en fait, cette cote, elle est un peu caduque. Elle ne s'applique pas puisqu'elle va dépendre des secteurs en France. Elle va dépendre de ce que veulent faire les campings. Donc au final, voilà, un prix de mobil-home, ça ne veut rien dire. Les exemples les plus simples, c'est que vous pouvez avoir le même mobil-home en Vendée qui vaudra 25 000 €, même année, même marque.
vous allez à Vias et au final, il en vaudra 50 000. Donc ça aussi, c'est à retenir. Donc c'est quand même impossible le remboursement par les locataires. Ça, je le dis parce que c'est quelque chose que j'applique sur les 4 mobil-homes. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout un objectif de plaisir, de vacances. J'avais vraiment un objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de la rentabilité. Donc c'est jouable, puisque je l'ai fait, même si certaines locations d'emplacement ont vachement augmenté, c'est encore jouable. Il n'y a pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, puisqu'on est sur une résidence mobile de loisirs et qu'on est locataire d'un emplacement. Vous avez une récupération de TVA possible dès l'achat du mobil-home et chaque année sur les frais, un peu à l'image de l'entreprise. Je vais revenir un petit peu en détail aussi. Et quelque part aussi, ne pas perdre de vue que ça peut être un plaisir et des moments sympas. Je le dis parce que c'est une image qu'on peut avoir du mobil-home. Peut-être que dans la salle, là, on est tous dans le mode investissement. Au-delà de ça, l'achat d'un mobil-home, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de personnes qui achètent, comme on va le voir, pour le plaisir et qui veulent juste faire en sorte de rembourser un minimum les frais. Donc, j'en viens à mes 3 objectifs principaux qui, pour moi, vraiment, c'est facile à comprendre, c'est se faire plaisir. Il y a des personnes qui ont les moyens, qui aiment les campings ou qui trouvent cette manière pour, entre guillemets, faire plaisir à leurs enfants. Et ça, je le vois énormément. C'est-à-dire que là, on s'en fiche un petit peu des contraintes. Les gens peuvent mettre 50 000, 60 000 euros, payer 10 000 euros d'emplacement par an. Ils s'en fichent, il y a des animations, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, ça existe. Il faut le savoir. Et il n'y a aucun mal là-dedans d'ailleurs. Se faire plaisir gratuitement, pourquoi ? Parce qu'on peut tout à fait être propriétaire du mobil-home, faire en sorte de le remplir, de sous-louer un maximum pour rembourser les frais. Ça, c'est jouable. Et profiter des moments hors saison, par exemple. Et on a le 3e objectif, qui est le mien notamment, qui est d'investir. On en arrive aux 5 points indispensables. Là, clairement, c'est la partie, à mon sens, la plus importante. Donc 5 points importants, on va voir 4 pièges à comprendre rapidement et à anticiper avant d'acheter. Comprendre la fiscalité liée au mobil-home. Alors la fiscalité, c'est en immobilier, on sait toujours qu'il faut l'anticiper. Si je reprends les exemples de ce matin, forcément, si on doit acheter un bien en SCI, ça peut être intéressant d'acheter la SCI avant. De construire la SCI avant. Parce que si vous ne faites pas la SCI avant, ça va être compliqué de faire le montage derrière. Là, c'est pareil, et c'est peut-être même pire parce que, je vous donne un exemple, une TVA à 20% sur un mobil-home à 40 000 euros, ça fait 6 666 euros, ça représente un montant non négligeable. Donc là, clairement, il faut bien le prendre en compte. Point 3, on verra que c'est important pour vraiment remplir son mobil-home, sauf si on a un achat plaisir et qu'on n'a pas envie et qu'on s'en fiche de payer 10 000 euros par an. Et point 4, l'achat réussi va dépendre du lieu et du moment. Et enfin, vous allez voir pourquoi il faut être contre-intuitif et surtout dans le monde du mobil-home où on voit tout et n'importe quoi, notamment sur le net. Là aussi, je rejoins des choses que j'ai entendues ce matin. Après, moi, je ne dis pas être un expert. Je dis juste qu'à force de se renseigner, à force de pratiquer, je me rends compte de ce qui est vrai et faux. Et clairement, on voit vraiment beaucoup de choses fausses. Allez, premier point, on y va. Les 4 pièges à éviter en priorité. Alors, le premier. Voilà, alors le premier piège, clairement, vraiment, ça c'est l'erreur, ça va peut-être vous paraître idiot, et pourtant c'est une erreur qui arrive peut-être, je ne sais pas, une fois sur 3, le fait de commencer par acheter un mobil-home. Surtout, on ne fait jamais ça. Je vais prendre l'exemple le plus idiot au monde, si vous achetez un mobil-home chez un concessionnaire, vous pouvez vous retrouver avec un mobil-home sans rien. C'est-à-dire que vous allez avoir un mobil-home qu'il va falloir déplacer, sachant qu'un convoi exceptionnel, on doit être sur environ 8 à 10 euros du kilomètre à l'heure actuelle. Et le déplacer où ? Donc clairement, on n'achète pas un mobil-home sans objectif et on n'achète pas un mobil-home en premier sans savoir où il va aller. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qui arrive, j'ai envie de dire, tous les jours. Le piège numéro 2, ne pas se fixer d'objectifs précis. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai très fréquemment des clients qui ne font pas, on va le dire, qui ne font pas les efforts nécessaires pour sous-louer leur mobil-home. Pourtant, l'objectif de départ, c'était de faire en sorte de rembourser les frais. Mais qui dit rembourser les frais dit sous-louer à des moments précis le mobil-home, là où ça va se sous-louer très cher. Et en fait, les personnes se rendent compte qu'elles sont bien l'été. Je ne sais pas, si elles ont 4 semaines, 5 semaines de vacances, elles y restent les 4 ou 5 semaines de vacances. Au final, la location de l'emplacement coûte, je ne sais pas, 6 000, 7 000 euros à la fin de l'année. Et quand arrive le mois de septembre, on se rend compte qu'on n'a pas sous-loué les bonnes périodes. Donc c'est trop tard. Là, le camping va vous demander 6 ou 7 000 euros. Et au final, il est trop tard. Même si vous faites des semaines à 250 euros au mois d'octobre, c'est trop tard pour rembourser la majorité des frais. Donc, il faut se fixer des objectifs dès le départ et s'y tenir. Ça, c'est clairement très important.
Troisième piège, ne pas analyser les contrats des campings. Alors, je ne l'ai pas mis en 1 parce qu'évidemment que si on commence par acheter un mobil-home, on est embêté. Mais honnêtement, il mériterait bien une petite place entre le 1 et le 2, celui-ci. Ne pas analyser les contrats des campings, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous achetiez un immeuble sans l'avoir visité, sans savoir la ville, sans savoir comment il était. C'est un peu la même chose. Ne pas analyser les contrats du camping, c'est s'exposer à des choses très, très pénibles. Je vous l'ai dit, vous êtes locataire d'un terrain, et qui dit locataire d'un terrain, ça veut dire soumis à un règlement intérieur. Si on est soumis à un règlement intérieur, il peut y avoir strictement tout et n'importe quoi dans le règlement intérieur. Je vais revenir, j'ai mis des questions à la fin et vous me direz si ça vous paraît logique ou si vraiment, ça vous paraît improbable. Oui. Alors, changer, non. Logiquement, non. Par contre, ça va dépendre des baux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis sur des campings où on a des contrats renouvelables tous les ans. En gros, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais ça veut dire que la première chose qui va être changée chaque année, ça va être le loyer de l'emplacement. Bon, j'ai des augmentations plafonnées à 2,5%, ce qui veut dire que je n'ai pas des augmentations énormes. Mais par contre, ce qui est fréquent, c'est que si vous êtes sur un bail locatif qui va, admettons, à 7 ou 10 ans, vous pouvez être certain qu'au bout des 7 et 10 ans, il va y avoir quelque chose qui va être proposé. Soit la couleur des volets, soit les toits qui vont plus, soit voilà. Et il faudra changer le mobile-home. Mais pendant le bail, non. Mais aujourd'hui, je suis plus méfiant d'un bail à 7 ans que d'un bail qui se renouvelle tous les ans, qui est bien ficelé sur une boîte qui a déjà 30 ans d'expertise. Je vais y revenir, mais ça a une grande importance aussi d'être sur des campings qui ont une assise, qui ont les reins solides et qui n'ont jamais changé de fonctionnement depuis des années. Et quatrième piège, ne pas faire les choses soi-même. Alors ça, faudrait vraiment s'en rendre compte. Ne pas faire les choses soi-même dans un camping, c'est vraiment s'exposer à avoir des frais inutiles. Quand on voit aujourd'hui, alors je vais mettre le mot, la simplicité pour remplir un mobil-home, franchement, que ce soit en pleine période, que ce soit en hors période, je pense que c'est plus simple que de la location courte durée d'appartement, puisqu'on a quand même des animations. On a des animations qui vont parfois de avril à fin septembre, des familles qui sont prêtes à venir, et il suffit de faire les choses soi-même et d'avoir quelqu'un sur place qui fait les entrées-sorties, un peu à l'image d'une conciergerie. Si vous êtes autorisé à faire ça, ne pas le faire soi-même, c'est une grave erreur, à mon avis. Puisque si vous ne le faites pas tout seul, il faut savoir que le camping va le faire sans problème pour vous, sauf que vous ne garderez pas 100% des revenus locatifs, mais plutôt peut-être 50%. Donc pour 3 annonces à passer et un tableau à donner à une personne qui serait sur place, c'est quand même dommage. Mais on va y revenir, la condition est quand même que vous ayez le droit de faire les choses vous-même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande majorité de campings qui ne l'autorisent pas. Ou pire, qui vous autorisent à le faire vous-même, mais qui vous prennent 30% quand même. Ça aussi, c'est possible. Alors, pourquoi j'ai mis le mot piège ? Simplement parce que pour moi, ce sont des bases essentielles. Et c'est vraiment les points de départ à avoir en tête. Et j'ai envie de dire que si vous n'avez pas réfléchi à ces 4 premiers points basiques, là, c'est là où le drame peut arriver. Et quand je dis drame, j'exagère évidemment, mais il faut savoir que ça peut vite coûter plus cher que l'immobilier. Si vous achetez un mobil-home à 50 000 € et que ça se passe mal, il est fort probable que les années suivantes, on vous rachète 20 000. Et vous n'aurez pas le choix. Donc ça peut être un problème. Alors là, je suis désolé, je mets le drapeau un peu noir. C'est pas terrible, mais vous allez voir, il y a des choses positives quand même. Il faut juste être vigilant. Alors, deuxième point, comprendre la fiscalité liée au mobil-home. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important, puisque si vous anticipez ça, vous allez déjà gagner financièrement dès le départ. Donc, composante à part entière, comme l'immobilier, il faut l'optimiser au maximum et il faut la comprendre pour anticiper des éléments. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de magique dans les mobil-homes. Les gens, quand ils louent les mobil-homes, la première question qu'ils se posent, c'est est-ce que je dois déclarer les revenus ? C'est magique, mais c'est vraiment une question. On a l'impression que parce qu'on est en vacances, c'est sympa. On loue des semaines à 1 500 €, on n'est pas obligé de déclarer. Alors, je vais répondre tout de suite. Oui, on est obligé de déclarer et l'idée, c'est quand même d'optimiser. Et vous allez voir qu'avec les mobil-homes, il y a moyen, il y a un système qui est plutôt pas mal. Donc, clairement, l'optimisation, c'est pour gagner des milliers d'euros dès le départ. Alors, moi, j'ai séparé ça en 2 colonnes parce que c'est un peu l'image que je donne aux personnes qui veulent acheter. Il faut essayer de comprendre qu'on a la partie revenu et on a la partie TVA. La partie revenu, on a le choix entre plusieurs régimes. Je vais vous passer les détails du micro. On a un abattement à 50%, etc. Je pense que tout le monde connaît ce système.
Si on fait classique, on met ça sur une ligne des revenus, on fait un abattement à 50% et vous êtes imposable sur le résultat fiscal. Là, on a quelque chose qui est très adapté, c'est le réel simplifié. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, ça dépend des situations. Mais pourquoi c'est adapté? Eh bien, simplement parce que vous avez quand même pas mal de frais et l'amortissement du mobil-home qui se fait chaque année. En gros, si je résume, même avec des beaux revenus locatifs, il y a vraiment moyen d'être tranquille 7 à 10 ans avec un mobil-home, pour ne pas payer d'impôts, je parle. Honnêtement, voilà, si vous avez un loyer à 5 ou 6 000 euros, que vous avez un amortissement qui avoisine les 4 000 euros annuels, plus des frais, comme on l'a évoqué ce matin, Marvin, il parlait des frais qu'on oublie facilement. Dans les mobil-homes, on en oublie plein. La personne qui fait les entrées-sorties, les draps à changer, enfin, il y a tout un tas de trucs en réparation qui sont à prendre en compte. En tout cas, il y a vraiment moyen de ne pas être imposable pendant des années. Je rappelle qu'au LMNP ORL simplifié, le déficit proposé la première année et deuxième année est reportable les années suivantes, ce qui fait qu'au final, voilà, on n'est pas imposable pendant un certain temps. Et la deuxième colonne qui est très importante, c'est parce qu'on est sous le régime de l'hôtellerie de plein air. Alors, je vous passe les détails parce que voilà, c'est peut-être pas le sujet. Sachez juste que les campings sont en hôtellerie de plein air et que si on respecte 3 conditions parmi 4, qui sont le petit déjeuner, l'accueil, les ménages et j'ai perdu le 4e, le petit-déj. Si on en propose 3 parmi les 4, on a le droit d'être sous ce régime-là, qui peut être hyper avantageux puisqu'on a cette récupération de TVA. Alors, récupération de TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% à l'achat du mobil-home. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, je crois, 40 000 euros TTC, ça fait 6 666 euros de TVA à récupérer. Et on a une récupération de TVA annuelle sur tous les frais. Donc, annuel sur tous les frais, ça veut dire 20% sur la machine à laver qui va être mise dans le mobil-home. Ça veut dire 20% si c'est une société qui est assujettie à la TVA, qui vous fait les entrées-sorties. Et vous avez aussi un reversement de TVA de 10% sur les loyers d'emplacement. Si vous avez un emplacement qui vous coûte 5 000 euros à l'année, bah, vous pouvez récupérer 500 euros de TVA. Donc, qui dit récupération de TVA dans le système français dit reversement de TVA. Ça paraît logique, c'est un peu l'essence même de la TVA. Donc, vous êtes redevable de 10% sur tous vos revenus locatifs. Donc, si vous louez votre mobil-home pour 10 000 euros, vous devez donc 1 000 euros à l'État. Cette différence, elle va être faite avec ce que l'État vous doit. Et en fonction de ça, vous avez une TVA qui soit vous est reversée, soit c'est vous qui la collectez et qui la redonnez à l'État. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va? Bon, clairement, aujourd'hui, le statut LMNP, ce n'est pas une nouvelle, ORL simplifié. On sait qu'il peut quand même être très avantageux. On a moyen d'être tranquille pendant un certain temps. Et là, je parle de l'immobilier et des mobil-homes. Mais là, on a cette particularité de l'hôtellerie de plein air qui permet cette récupération de TVA. Donc, franchement, ça, c'est dommage de s'en passer. Bon, clairement, il y a quelques conditions pour ça. C'est quoi la première condition, à votre avis, pour avoir le droit de récupérer la TVA? Être assujetti, donc cocher la case. Et la deuxième chose, ouais, avoir un numéro et surtout aussi les premiers, on va dire, surveillances qui se font dans le monde des mobil-homes, c'est le fait de ne pas louer. Parce que, enfin, vous devez louer un minimum, j'ai envie de dire, d'au moins 5 semaines pour avoir le droit de prétendre à ce statut-là. Parce que le gros piège avec les mobil-homes, c'est finalement de ne pas louer tant que ça. Finalement, on devient loueur meublé non professionnel sans louer. On est en hôtellerie de plein air alors qu'on ne devrait pas l'être. Et au final, on a récupéré de la TVA que l'on n'aurait pas dû. Donc, clairement, la première des conditions, c'est de sous-louer son mobil-home un minimum. Alors, point suivant, tout faire pour remplir son mobil-home. Bon, là, j'ai repris une équation qui est la plus simple du monde. Elle est moins complète que la tienne, Marvin, puisque je n'ai pas mis tous les faux frais. Et il y en a, mais je suis assez d'accord avec ça et ça se voit parfaitement d'ailleurs dans le monde des mobil-homes. Donc, pour gagner de l'argent, je vais partir du principe qu'on est dans la troisième phase, investissement. Objectif 2 ou objectif 3, ça peut fonctionner. Donc, l'idée, c'est d'avoir des sous-loyers qui vont couvrir clairement les emprunts, la location du terrain, les frais et l'imposition. Alors, je vous ai mis des petits tableaux et des petits exemples. Là, on va y venir. C'est pour vous montrer un petit peu, quand je vous dis que les mobil-homes, ça se remplit. Je vais prendre cette année 2018, je vais vous dire pourquoi je l'ai prise. Alors, ce n'est pas un bon exemple, mais je vais quand même vous le dire. Là, c'est en fait ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est un tableau que j'ai construit, c'est un outil simple Excel, où j'ai mis mes 4 mobil-homes et je remplis à chaque fois comme ça pour voir un petit peu ce qu'il reste.
puisque j'ai des sites à côté qui me permettent d'avoir des locations en direct. Et comme ça, d'un coup d'œil, je vois où j'en suis et je peux dire aux gens si oui ou non il y a de la place. Donc là, je vous ai mis cette année 2018 parce qu'en fait, cette année-là, tout ce que vous voyez ici, ça a été rempli avec un seul site, Abritel, pour ne pas le nommer. Je ne dis pas que c'est la solution magique. Je ne dis pas qu'il faille utiliser que ça en location courte durée. Je pense même que c'est une erreur. Mais quand j'essaie de vous dire qu'il y a des possibilités de remplir et qu'il y a de la demande, là, je vous prouve qu'avec un seul site, j'ai rempli toutes ces semaines. Donc, c'est possible de le faire tout seul. Et vous comprenez bien que moi, j'ai un autre feuillet avec ce tableau où j'ai les noms des personnes, les numéros. J'ai juste à basculer ça à la personne qui fait les entrées-sorties et ça se fait. Donc, j'ai aucune raison, vraiment aucune, que ce soit une autre personne qui fasse tout pour moi. Là, je garde 100% des revenus. Je paye la personne sur place qui me gère les réparations. Et au final, ça roule. Et vous voyez, je remplis un tableau et j'avais mis une annonce. Alors là, pour le coup, c'est une bonne remarque. Le truc, c'est que là, je suis sur des campings qui sont ouverts de fin février à mi-novembre. Voilà. Alors ça aussi, c'est une particularité des campings. On a souvent une période de fermeture. Parfois, il est possible de louer qu'à partir du 15 avril. Parfois à partir de début mai. Parfois à partir de fin février. Donc ça, c'est une sélection à avoir en fonction de ses objectifs. Alors, donc là, clairement, quand je regarde cette formule, il y a plusieurs solutions pour gagner de l'argent ou pour amortir les frais. C'est soit on augmente les sous-loyers, soit on diminue tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Moi, je vous donne des exemples parce que les chiffres, c'est toujours parlant. Je n'ai pas détaillé les frais ici. En règle générale, les frais, comme je vous disais, c'est l'accueil, c'est la conciergerie ou la personne qui fait les accueils. Mais là, c'est pour vous montrer, c'était le mobil-home quasiment le plus rentable. C'est un mobil-home que j'avais acheté vraiment pas cher, qui avait 12 ans. Et au final, j'avais un sous-loyer qui était de 2000 euros, enfin 2120 euros. Et je sais que sur ce mobil-home-là, je peux faire à peu près ces chiffres-là, donc aux alentours de 8000 euros. Donc quand je regarde les frais et ce qui me reste à la fin, c'est un mobil-home qui a été remboursé en 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est pour vous dire que là, clairement, je l'ai encore. Je l'ai acheté, alors je ne sais plus en quelle année. Mais en gros, ça, c'est ce qui peut tomber chaque année. Sachant que ce n'est pas imposable du coup. Parce que je suis encore dans cette fiscalité-là. Oui. Alors, pas tout à fait. Moi, j'ai opté pour acheter des mobil-homes qui appartiennent au camping. C'est eux qui vendent. Parce qu'en passant par un pro, je récupère la TVA. Et après, je choisis l'emplacement. Parfois, ce sont des mobil-homes qui sont déjà en place, mais c'est le camping qui les vend. Parfois, vous pouvez acheter un propriétaire. Et là, vous faites une croix sur la TVA. Ça, il y a une troisième manière d'acheter, ce sont les concessionnaires qui, eux, souvent de fois, sont en partenariat avec des campings. Et quand vous achetez au concessionnaire, il va vous dire, voilà, moi j'ai des emplacements dans ce camping, je peux vous emmener là-bas. Par contre, vous aurez peut-être des droits d'entrée à payer. Ça, c'est une autre notion, les droits d'entrée. C'est, en gros, je vais le résumer comme, vous êtes nouveau propriétaire, pour avoir le droit d'entrée sur mon terrain, vous allez payer 8000 euros. Ça, c'est des petites nuances. C'est pour ça que moi, j'ai pris parti d'acheter directement avec les pros. D'ailleurs, ils ont mis ce système en place parce que c'est leur business model aussi. Hein. Et au final, on ne paye pas de frais d'entrée, on récupère la TVA. Donc, ça fait une belle différence. J'ai pris un deuxième exemple de mémoire. Alors ça, c'était le mobil-home. C'est le mobil-home numéro 2 que j'avais acheté neuf. Donc, pareil. Il y a plus de chiffres à la fin. Mais au final, ce n'est pas du tout le plus rentable pour moi puisque quand je l'avais acheté de mémoire 35 000 euros, quelque chose comme ça. Donc ça faisait une certaine somme et il est fini de rembourser d'ailleurs, il m'a fallu quasiment 8 ans pour le rembourser. Voilà, c'était un peu différent, j'ai eu des choses à mettre en place, il y a eu une année un peu bancale parce qu'il y avait un plancher qui a eu un problème par fuite d'une salle de bain, enfin bref, je vous passe les détails. Mais en gros, voilà. Là, une nouvelle fois, je n'ai pas détaillé les frais, mais ça c'est de l'accueil. La plupart du temps, c'est de l'accueil. Et peut-être aussi, quand je regarde ça, je me dis que j'ai optimisé pas mal tout ce qui va être faux frais, les ampoules, les choses comme ça, parce qu'on pourrait vite rajouter 1000, 1500 euros ici. Je vous donne un exemple, j'en parle après, mais vraiment, quand je dis les frais, dans les campings, il y a vraiment des possibilités pour optimiser. Il faut faire très attention. Je vous donne peut-être 2 exemples. Les ampoules. Les ampoules, quand elles sont à changer, il faut savoir que c'est rien une ampoule. Vous les achetez, vous les stockez dans un petit cabanon à côté, c'est rien. Par contre, si vous ne les stockez pas à côté et que c'est le camping qui doit intervenir, l'ampoule, elle vous coûtera peut-être 30 euros. Donc, il faut être vigilant à ça. Ce sont tout un tas de petites optimisations qui permettent justement de ne pas faire monter cette note-là.
Et ça, la plupart du temps, c'est quand on est bien aussi avec les concierges, enfin avec les personnes qui font les entrées-sorties, puisque eux, ils vont avoir plein de stocks chez eux, ils vont vous arranger ça. Et là c'est efficace. Alors, bon là, clairement, vous l'avez compris, hein, vraiment pour investir ou pour gagner de l'argent, l'idée, c'est d'augmenter la marge. Soit on augmente les sous-loyers, soit on diminue les frais, soit on fait les deux. Alors d'ailleurs, il existe des petites astuces pour diminuer les loyers d'emplacement, mais voilà, je ne vais pas rentrer là, ce n'est pas l'idée. Alors, quatrième point, l'achat réussi dépend du lieu et du moment. Clairement, en fonction de vos souhaits, c'est important. Si vous êtes dans une optique d'en profiter un peu, bah, vous n'allez peut-être pas acheter n'importe où. Si vous êtes dans une optique de rentabilité, vous en fichez d'acheter en Alsace. Parce que c'est peut-être là-bas que la rentabilité elle sera la meilleure. Je prends cet exemple, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment savoir, j'en reviens toujours au même, avoir les objectifs en tête. Ça, c'est hyper important. Et quand je dis lieu en France et lieu camping, c'est un petit point en lien avec l'immobilier. On parle toujours de l'emplacement. Et ben, le camping, c'est encore plus vrai. Enfin, c'est au moins aussi vrai. Il y a l'emplacement du lieu en France, du camping, du contrat qu'il va vous proposer et le lieu dans le camping. Attention. Si on est trop près d'une piscine ou quoi, ça peut être embêtant. Surtout si vous souhaitez vous-même en profiter. Alors, je ne dis pas si pour les locataires, c'est pas grave. Je dis juste que les locataires, ils sont en vacances, ils sont dans un autre état d'esprit. Même s'ils sont dans une semaine à côté des cris des enfants, en général, ça ne gêne pas tant que ça. Et parfois, il faut savoir se détourner d'une destination première, puisque parfois, on a l'idée, moi, c'est génial, je vais acheter à côté de Montpellier. Là-bas, ça se saoule lourd, c'est sûr, je vais faire des grosses semaines locatives, ce qui est peut-être vrai, mais la rentabilité, peut-être qu'elle se fera en Alsace. Et il faut savoir se détourner de ces choses-là quand on veut acheter pour investir dans un mobil-home. Alors, il y a aussi des moments qui sont plus propices quand vous arrivez sur des périodes de déstockage en fin d'année. Vous avez des campings qui vont faire des rabais, qui vont baisser. Il y a un mobil-home qui a été loué, 3 ou 4 semaines l'été. Ils vont vous proposer un rabais en fin d'année. Vous allez gagner 4-5 000 euros sur un mobil-home qui a été loué 4-5 semaines. Ça vaut le coup, par exemple. Vous avez certaines saisons aussi qui sont propices aux réductions. La fin de saison, les ventes de propriétaires. Vous avez des propriétaires qui vendent en septembre, octobre, parce qu'ils s'en vont pour cause de décès, pour cause naturelle, peu importe. Mais en tout cas, souvent de fois, vous allez pouvoir acheter à d'autres prix. Peut-être en passant par le camping, mais peu importe, parce qu'il se peut que les propriétaires aient revendu au camping et vous rachetez au camping. Il y aura une petite marge. Ça n'empêche que ça pourrait être un bon moment. Vous avez aussi le début de saison et les promos de printemps, pourquoi pas. En général, il ne faut pas acheter en plein été. Ça, c'est un peu le résumé, même si ce n'est pas une certitude, mais en général, il ne faut pas y aller en plein été, puisque là, ça flambe. Alors, j'ai mis en fonction de certaines reprises de camping ici. Ce n'est pas reprise de mobil-home par les campings. C'est que quand on est dans le moule, on va dire, si on a vraiment envie d'être dans la recherche, on se rend compte qu'il y a des campings des structures qui achètent des campings en France. Par exemple, une grosse société rachète des petits campings. Et quand ils s'étalent comme ça, quand ils arrivent dans un camping qui va être rénové, refait, on peut avoir des bonnes opérations en termes de prix de loyer d'emplacement. Parce qu'ils veulent débuter vite, ils veulent remplir vite leur parc de mobil-home où ils vont vendre à des propriétaires. Et là, vous avez des emplacements qui vont peut-être, je dis n'importe quoi, être à 4 ou 5 000 euros l'année. Là où 2 ans plus tard, ils seront à 7 ou 8 000. Voilà. Alors, je donne des prix comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, le tarif le plus haut que je connaisse en termes de location annuelle d'emplacement, il est de 4 étés. Donc, vous venez pas l'été, vous allez payer que 1 000 euros et on vous fait ça pendant 5 ans. Et à la base, cet emplacement, il était à, à 8 000 euros. Mais là, on leur propose de l'avoir qu'à 1 000 euros. Quand on arrive au bout des 5 ans, les propriétaires, ils étaient bien, ils étaient dedans, ils en ont profité en hors saison. Et quand ils arrivent au bout des 5 ans, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Ils reviennent au prix de départ, plus les augmentations, donc on arrive à 9 000 euros. Donc les propriétaires passent de 1 000 euros à 9 000 euros, ils le savaient dès le départ, et à côté de ça, beaucoup restent bloqués sur c'est une augmentation qui n'est pas normale. Mais en fait, je ne défends pas les campings, je ne dis pas que c'est bien. Mais à côté de ça, c'est vraiment parce que ça n'a pas été analysé dès le départ, et parce que c'était clairement marqué que le contrat durait 5 ans et qu'à la fin des 5 ans, il fallait retourner sur un prix normal. Donc ça allait être à eux de sous-louer s'ils en avaient envie, mais qu'on allait revenir à des prix beaucoup plus importants. Voilà. Donc ça, c'est des choses, je trouve que dans le monde du camping, qui sont mal analysées, peut-être plus que dans l'immobilier. Peut-être parce que les gens sont moins dans un esprit d'investissement, plus dans le plaisir, ils n'ont pas l'impression de se faire arnaquer, c'est les vacances, alors on y va, tout va, je ne sais pas trop, mais on le remarque. Donc il y a Olivier Roland qui disait, et je reprends toujours cette citation, qui disait que les forums sont vraiment les meilleurs endroits pour avoir les moins bons conseils. Et je trouve que dans le monde des mobil-homes, c'est une certitude.
Alors, contre-intuitif, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que les mobil-homes sont une arnaque en tout point, mais justement, il faut maîtriser l'achat et commencer par maîtriser les contrats. Vous n'êtes pas maître de votre mobil-home. Moi, j'ai envie de dire si. Si vous analysez les contrats proposés, si vous avez défini vos objectifs, si vous savez quoi les piocher dans les contrats, honnêtement, il n'y a pas de souci particulier. Moi, j'ai des mobil-homes dans une boîte la plus méprisée du monde, je crois, qui s'appelle Ciblou, pour ne pas la nommer. Et honnêtement, elle est critiquée sans arrêt, cette boîte. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une entreprise qui gagne de l'argent, qui a un business model qui est vraiment en place et qui me laisse sous l'eau mes mobil-homes depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai jamais eu un pépin. Et j'ai juste compris qu'il fallait optimiser avec les ampoules, qu'il fallait faire attention, voilà, tous ces trucs-là, j'ai compris. Mais leur business model, il est tellement en place qu'eux ne perdent pas d'argent. En fait, ils mériteraient à ce qu'on prenne exemple. Si on a un esprit d'entrepreneur, c'est ce que je veux dire. Après, à titre de propriétaire, des fois, j'aimerais bien que ça soit un peu moins cher. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on analyse normalement, on peut faire des choses. Impossible de louer et garder 100% des revenus. Ça aussi, on le voit beaucoup. Moi, je vous confirme que c'est tout l'inverse. Je suis sur 4 campings différents. Et 4 fois, j'ai cette règle qui est très bien, où je peux garder 100% des revenus locatifs à condition que j'ai une personne sur place qui me fasse ses entrées-sorties. Et je n'ai pas un mobil-home qui est à moins de 500 km de chez moi. Donc ça se fait, pas de problème. Mais un peu comme la location courte durée. Hein. Parmi vous, il y en a plein qui ont des apparts à droite à gauche. Voilà, je suis sûr que vous travaillez avec une conciergerie qui vous fait les entrées-sorties et ça se passe très bien. Voilà, c'est pareil. Il faut juste avoir des entrepreneurs sur place, des micro-entrepreneurs qui vous font ça. Souvent de fois, ce sont des propriétaires qui restent les 9 mois dans le camping, qui montent leur micro-entreprise et qui font ça pour rembourser leurs frais, justement. Alors, baisser les prix pour louer aussi, ça revient beaucoup, mais ça, vous l'avez vu, entre la déco, entre les choses à faire, entre les partenariats dans les campings. Je vais vous donner un autre exemple. Entre le marketing de niche qui existe, par exemple, entre le fait de faire des partenariats. Moi, j'ai un camping où on est 652 mobil-homes, je crois, aujourd'hui, enfin l'année dernière en tout cas. Et je suis le seul à avoir un partenariat avec le restaurant, par exemple. C'est-à-dire que moi, les personnes qui viennent en location savent qu'elles ont 10% à chaque fois qu'elles vont dans ce restaurant. On est 652 propriétaires, il n'y en a pas un qui est allé voir le restaurant. Enfin, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a des choses à faire. Il faut vraiment, faut pas se dire je vais baisser. Baisser, c'est vraiment de la dernière minute quand on n'a pas le choix. Pourquoi pas une semaine parce qu'il y a la finale de Coupe du Monde, la première semaine de juillet, ça arrive. Les gens partent au dernier moment ou des rattrapages de bac. La première semaine de juillet aussi, ça arrive. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison de baisser les prix pour le locatif. On peut dire aussi que le camping, c'est bof, hein, ou bof, je ne sais pas. Peu de personnes aiment ça. Mais enfin, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des semaines qui sont au-delà des 1200 €. Ce qui est quand même pas négligeable. Ma plus forte semaine, personnellement, elle a mis 780 €. La plus forte que j'ai vue, c'est celle-ci, enfin pour moi. Après, je parlais du camping de l'Èche-Cap-Ferré qui a des locations qui avoisinent les 15 000 € à l'année pour le propriétaire. Je pense, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'ils ont des semaines supérieures à 2 000 €. Et au-delà de ça, je ne vous parle pas des Yellow Village et compagnie, il y a peut-être qu'ils le font parmi vous. Là, ça n'a rien à voir, ce sont des campings locatifs, mais on est sur des semaines à 2005. Hein. Alors moi, alors ça aussi, c'est assez contre-intuitif. J'aurais pu le mettre, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire, on a envie de dire qu'un mobil-home 3 chambres, il serait plus cher qu'un mobil-home 2 chambres. Ce qui est vrai. On pourrait dire en hors saison qu'un mobil-home 3 chambres se loue plus cher qu'un 2 chambres. Ça, c'est pas forcément vrai. Je veux dire pourquoi? Parce que les gens, parfois, ont la flemme. Ou parfois, ils se disent, tiens, en mois de septembre, je vais cocher sur Abritel 2 chambres. Et du coup, il n'y a que les 2 chambres qui apparaissent. Et au final, votre 3 chambres, il ne sort pas dans les résultats et il ne loue pas. Donc, il y a plein de nuances comme ça. Et à l'inverse, je connais aussi des mobil-homes 4 chambres, où là, on a vraiment 2 parties distinctes dans le mobil-home. Et là, les semaines sont très chères puisque ce sont 2 familles qui partagent les frais. Donc, en fait, on a un peu tout. On a vraiment un peu tout, mais il n'y a pas de vérité. Au-delà de ça, il faut peut-être privilégier le côté pratique, le côté réfléchi. Par exemple, dans les mobil-homes, ce qui est hyper intéressant, et ça doit être vrai en location courte durée, c'est les équipements bébés. Le lit parapluie, la chaise enfant, ça, vous faites une différence. Un portillon qui ferme sur une terrasse pour le petit chien ou l'enfant. Tout un tas de bêtises comme ça qui ne coûtent rien. 50 € à Ikea pour être précis, l'ensemble chaise, et qui font une grande différence parce que les familles qui viennent sur un mobil-home 2 chambres n'ont pas forcément envie de déplacer tout un tas de matériel. Voilà. Mais ça doit être vrai en location courte durée, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil, à quelque chose près. Et là, comme je vous l'ai dit, il faut habiter près du camping pour le louer. Non. Tant mieux si vous le faites, tant mieux si ça vous fait plaisir, tant mieux si vous économisez les frais de conciergerie. Honnêtement, moi, ça, je peux pas. Même si je suis à 5 km, les entrées-sorties, je trouve ça hyper chronophage.
Et en plus, il y a des gens qui adorent faire ça, qui le font très bien, qui mettent leurs petits cadeaux maison. Voilà. Moi, ça, je ne peux pas. Même si je suis très près, j'ai pas envie. Je le fais beaucoup avec les locataires en longue durée sur mes apparts et mes immeubles, parce que là, j'ai envie du contact, c'est vraiment différent. Mais en courte durée, j'ai pas envie. Alors, si je reprends cette formule, bah, je la fais courte. Hein. Là, simplement, il y a moyen de booster. Alors, booster les loyers, c'est tout ce qu'on a vu, quoi. C'est tout ce qui est vrai à la location courte durée. Ça va être faire les belles photos, faire en sorte de déclencher le coup de cœur. Ça fonctionne. Les gens sont en train de réserver sur Booking, il y a un bel avis et tout. Ça fonctionne. Ça peut être le fait de proposer des choses différentes. Ça peut être le fait d'avoir des petites choses différentes en plus. Ça peut être aussi le fait d'avoir des animations dans le camping intéressantes. Ça peut être le fait de proposer l'accès aux activités gratuitement. Un partenariat, comme je vous l'ai dit. J'ai fait 2 partenariats. Moi, j'ai fait le restaurant et un salon de massage pour le hors-saison, où les gens se déplacent. Le cabinet de massage se déplace en hors-saison pour venir dans le mobil-home et ça plaît. Il y a un massage offert pour un massage créé. Bah, voilà. Ça n'a pas trop de lien avec la formule hôtellerie de plein air, mais ça fonctionne. L'emprunt, bah évidemment, si on peut l'anéantir, c'est mieux. Moi, sur tous les mobil-homes, il y en a 1,5 que j'avais réussi à acheter cash. C'était des petites sommes et j'avais déjà fait entrer de la trésorerie avant. Comme je le disais tout à l'heure, on est souvent sur de l'emprunt à la conso, donc ça fait une différence aussi. Sachez qu'aujourd'hui, les campings qui vendent des mobil-homes sont très bien placés pour vous faire les emprunts, puisqu'ils arrivent à obtenir des emprunts à la conso qui avoisinent les 1. Voilà, donc on est sur ce qui se passe en immobilier. Hein. Ils sont très bons là-dedans, puisque ça aussi, ça leur permet à ce qu'il y ait plus d'achats. La location, bah, y a des moyens pour diminuer le prix. Là, je ne rentre pas dans les détails. Je parle de la location d'emplacement. Il y a des petites astuces qui permettent de diminuer le loyer chaque année. Mais bon, là, il faut être dedans pour se rendre compte. C'est facile à mettre en place. Et je peux vous le dire, des fois, c'est 3 cartes à mettre dans le mobil-home pour le mettre en place. Système de parrainage. Les gens achètent, ils viennent de votre part parce qu'ils ont vu la carte. Le camping va vous dire, bon, on vous enlèvera 500 € sur le loyer, par exemple. Ça paraît idiot. Mais quand vous en faites 4 dans l'année, parce que vous avez mis 25 cartes Vistaprint qui vous ont coûté, je ne sais même pas combien, peut-être 10 centimes, ça vaut le coup pour un retour à 1500 €. Je vous donne un exemple, mais ça existe. Ça existe parce que je le fais tous les ans. Les frais, les astuces, comme je vous ai dit, pour diminuer les frais, les ampoules, tout ce qui est les bouteilles de gaz, quelqu'un qui les met à votre place, les interventions, tout ce que vous pouvez diminuer, qui est clair pour le locataire dans le mobil-home, parce qu'il sait où y aller, il sait qui appeler, il évite d'appeler le camping, vous allez gagner un petit billet à la fin de l'année, donc c'est intéressant. Et l'imposition, bah là, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas d'option, là, il faut aller à zéro, Là, c'est largement jouable, donc il faut 7 à 10 ans, il faut aller à zéro. Alors, dernier point, j'ai préparé quelques petites questions. Bon, je fais un petit résumé, hein. L'idée, vous l'avez compris, c'est connaître son objectif. J'ai envie de dire que si votre objectif, c'est le plaisir, pas de problème, vous achetez n'importe où. Si vous avez les moyens, même si ça vous coûte 10 000 € par an, bah, c'est pas grave. Voilà, vous faites plaisir, ça fait plaisir à tout le monde, moi ça me va. Donc pas de problème. Mais si vous êtes sur d'autres objectifs, le 2 et le 3, vigilance. Trouvez le camping qui convient. Sous-louer seul, c'est souvent le plus adapté. Adapter le régime fiscal. Devenir un sceptique positif. Alors ça aussi, je le reprends à Olivier Roland parce que c'est toujours cette histoire de forum où on voit tout et n'importe quoi. Et surtout, ne jamais acheter un mobil-home avant le reste. Alors, petite question, juste comme ça, pour voir si vous avez des idées par rapport à ça. Bon, il y a des choses que vous allez revoir. Est-ce qu'on peut mettre... quelles sont les exceptions pour pouvoir mettre un mobil-home sur un terrain privé ? Temporaire, j'en ai cité une exception, il y en a 2 plus particulièrement. Les agriculteurs, qui ont souvent des droits de 2 ans, et le deuxième, construction de maison. Donc là, souvent de fois, on va vous autoriser, il suffit que les travaux traînent un peu. Bon, après, si on habite dedans, on ne peut pas le louer, on ne peut pas tout faire non plus. Quels sont les 3 moyens principaux pour acheter un mobil-home ? Les 3 manières d'acheter un mobil-home ? On en a parlé, je crois. Le concessionnaire, le camping et le particulier. D'ailleurs, je fais un petit point sur le particulier. Si vous achetez un particulier, vous ne signez jamais l'achat du mobil-home sans avoir vu le directeur. Jamais. Parce que le particulier qui vend, là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il vend pourquoi ? Changement de règles, changement de direction, nouveau groupe qui a acheté, un groupe qui veut plus de propriétaires. On ne sait pas. Donc là, clairement, si on achète... Moi, j'ai même vu des propriétaires vendre des mobil-homes. Là, je l'ai vu plusieurs fois. Vendre des mobil-homes à des gens qui sont venus et qui ne savaient pas que justement le camping allait être pris par un Yellow Village ou quoi, qui ne voulait plus de propriétaires. Donc, ils venaient d'acheter un mobil-home 30 000 € qu'il allait falloir revendre certainement 20 000 l'année d'après.
Et encore, je pense être un peu gentil dans les chiffres. Puis-je sous-louer systématiquement mon mobil-home? Ça dépend du règlement intérieur. Donc systématiquement, non. Et encore moins garder 100% des revenus. Si je loue seul le mobil-home, est-ce que je garde 100% des revenus locatifs obligatoirement? Ça dépend, c'est pas obligatoire. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est pas si fréquent que ça. Je n'ai pas d'échelle, mais sur un ensemble de campings, je pense c'est beaucoup plus fréquent d'avoir des campings qui vous disent vous pouvez sous-louer, pas de problème, on vous fera l'accueil. Par contre, on prend 50%. Et quand je dis l'accueil, c'est sourire à l'entrée, hein. C'est pas check-in, check-out, hein. Donc voilà, j'exagère pas du tout, je vous assure que c'est ce qui se passe. Un camping peut-il me demander 8 € par jour pour chaque locataire qui sous-loue mon mobil-home? Si c'est marqué dans le règlement, il peut. Même 15, pas de problème. On justifiera ça par un entretien des piscines et tout ça. Après, si on le sait, là pour le coup, je connais, vous connaissez Sébastien Ascon peut-être? Ouais. Sébastien Ascon, il a acheté un mobil-home. Il est exactement sur cette contrainte, hein. Je me permets de le dire parce qu'il n'y a aucun problème. Il le sait. Il est à un endroit qu'il voulait. Il est sur un objectif 2. Il s'en fiche. Il n'est pas là pour la rentabilité. Il voulait un endroit sympa pour sa famille. Il l'a. Et au final, lui, il sait très bien que quand il sous-loue, il y aura 8 € par jour à donner pour chaque locataire. Ah, voilà, il l'a intégré dès le départ, c'est pas grave. Il veut juste rembourser un peu les frais. Et est-ce que je peux acheter un mobil-home sur un camping municipal? Et j'arrête après. Oui. Oui. Avec l'accord de la mairie. D'ailleurs, les derniers temps, c'est là où j'ai vu les plus beaux résultats. Vraiment, j'ai vu des personnes acheter des mobil-homes sur des campings municipaux. Ils font de très très beaux résultats parce qu'ils ont des emplacements qui sont très peu chers et ils sous-louent très cher. Et dernière question, est-ce qu'un mobil-home peut permettre de voyager? Je ne parle pas de gagner de l'argent pour voyager, mais me permettre de voyager tout court. Et si oui, comment du coup? Parce que c'est mobile? C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais alors, c'est vrai. Mais du coup, ça reste mobile, mais ça ne sera pas pour ça qui permettra de voyager. Donc, clairement, oui. Ça peut être ça peut être un échange. Et vous avez aussi maintenant des chaînes, accès propriétaires, qui ont 60 à 120 campings en Europe et qui vous permettent de partir en hors saison quand vous êtes propriétaire chez eux pour des semaines situées entre 60 et 150 €. Vous pouvez voyager n'importe où. Je suis déjà allé en Corse comme ça pour 80 € la semaine. Je vous donne un exemple, hein, voilà, je sais qu'ils ont des campings en Croatie, en Hollande et partout en France, donc ça peut être hyper intéressant. Vous êtes propriétaire chez eux, vous louez votre semaine 200 € au mois de juin et vous partez pour 80 ailleurs. Voilà. Bon voilà, ça c'est les questions préparées. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet ou pas du tout. Ou c'est trop tard. Ça va? Oui. J'avais fait des recherches il y a quelques temps et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de campings qui aujourd'hui demandaient notamment à ce que les mobil-homes aient pas plus de 10 ans ou des choses comme ça. Du coup, si on a un objectif qui est plutôt le 2 et le 3, ça vient un petit peu mettre à mal la rentabilité, ouais. Surtout si on prend des mobil-homes du coup d'occasion. Bah clairement, c'est impossible. C'est impossible oui. Du coup. Ouais, c'est impossible. Pour donner un contre-exemple ou un exemple, moi, les campings sur lesquels je suis, il y a des mobil-homes qui ont 27 ans. Si à partir du moment où on a des contrats qui sont définis dans le temps, le problème, il est souvent qu'on va vous demander de changer le mobil-home. Si tu rembourses un mobil-home en 8 ans et qu'on te demande de changer au bout de 10, ça fait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Donc, vaut mieux éviter ce genre de camping, quoi. Complètement. Sauf, ça dépend de l'objectif, mais pour 2 et 3, oui. Alors moi, j'ai une question. Si en termes de bail, il y a un moment où on n'est plus raccord avec le camping, est-ce qu'on peut partir avec son mobil-home pour aller le mettre ailleurs? Oui, on peut. Alors, oui, sauf qu'on se retrouve confronté à deux choses. La première, c'est qu'il va falloir trouver un accord. Mais je vais revenir sur le point de départ quand je disais qu'il ne faut pas acheter un mobil-home au départ. C'est-à-dire que là, si on se retrouve avec le mobil-home, la question c'est on va où? J'ai pas le droit de l'emmener sur un terrain privé. Il faut que je trouve un nouveau camping qui va m'accepter. Ce nouveau camping, j'arrive avec un mobil-home que je ne vais pas leur acheter. Il y a de grandes chances qu'ils proposent des droits d'entrée. Vous voulez venir sur mon terrain,
ok, il me reste 2 emplacements. Par contre, l'entrée, ça sera, je sais pas, 3 000, 4 000, 6 000 euros. Les plus hauts frais que je connais sont à 7 800 euros, les frais d'entrée. Et la deuxième chose, c'est que c'est ce camping que tu risques de trouver quelque part. Attention à la distance aussi, puisqu'on est sur 8 ou 10 euros du kilomètre pour le déplacer, sans compter le déplacement de l'emplacement sur le parking. Je parle du parking sur la route, et l'emplacement jusque sur le camping, ça peut être 1 500 euros. Si tu t'en vas, que ça n'était pas très positif avec le camping, il faut s'attendre un peu à tout. En gros, pour vraiment approfondir le truc, l'idée c'est j'achète un mobil-home et je le pousse le plus loin possible. Ouais, j'achète l'ensemble en fait. Oui. Bah, disons qu'il faut le pousser, le rentabiliser, l'emmener loin parce que le déplacer, c'est souvent. Voilà. Il ne faut plus qu'il y ait d'argent à gagner. Ouais, pardon, je réponds là. Oui, bah vas-y, tu as le micro. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire de la location pour justement ceux qui sont en train de construire leur résidence principale? Oui, là, tu auras des autorisations normalement. Enfin, ça peut arriver d'être refusé, mais quand tu construis la résidence principale, il y a des dérogations où logiquement tu as le droit à 2, 3, voire 4 ans d'avoir un mobil-home sur le terrain. Et donc, est-ce que les propriétaires ont quand même plus d'intérêt à louer? Je suppose qu'ils ont plus d'intérêt à le louer qu'à l'acheter. Est-ce qu'il y a un louer, marché? tu veux dire louer le mobil-home sur... Ah oui. Faire de la location en fait pour les gens qui... Il y a des boîtes en France qui permettent la location. Alors le tout, alors je suis pas expert là, mais par contre, si tu trouves une boîte qui te permet de louer un mobil-home pour mettre sur un terrain, il faut juste que ce soit pas trop loin, quoi. Parce que si te l'amène et que tu le loues, si c'est à Quimper et que tu as envie de le mettre dans les Vosges, après il y a la problématique de déplacement. Et après il y a aussi une autre solution. Là clairement, moi j'ai envie de dire, si tu as un truc comme ça, tu vas sur le bon coin, tu trouves un truc à 8-10 000 euros pour 1 an ou 2, et puis voilà. Je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux. Bon, tout n'est pas noir dans les mobil-homes, hein, voilà. Surtout pas, sinon j'en aurais pas 4, mais simplement la vigilance est de mise. C'est OK pour les questions? Je t'avoue que pour les mobil-homes, je mets même pas ça dans un tableau. Là, je fais d'un basique extraordinaire, un peu à l'image de mon tableau Excel, c'est-à-dire que je me débrouille pour savoir ce que ça me coûte et savoir ce qui rentre. Et comme je le disais tout à l'heure, parce que je ne l'ai peut-être pas trop évoqué, mais l'astuce pour diminuer le loyer, j'en ai fait quelque chose d'important. Parce que je me suis rendu compte que cette carte que je mettais dans les mobil-homes, je me suis rendu compte que les premiers acheteurs dans les campings étaient les premiers loueurs dans les mobil-homes. Ce qui fait que ces personnes qui vont voir les vendeurs à l'entrée, j'aime autant qu'ils viennent de ma part, puisque moi je sais que les vendeurs vont se débrouiller pour que j'ai une réduction sur mon emplacement. J'ai augmenté la marge de cette manière et ça me permet de tenir des tableaux simples. Je ne suis pas à 200, 300, 500 euros près. C'est pas du tout prétentieux, hein. Mais je ne suis pas du tout à 500 euros près dans cet aspect-là, puisque ce que je veux, c'est me rendre compte que chaque mobil-home, à la fin, il me reste tant. Voilà. Je me rends compte qu'il y en a un qui me rapporte 3 000, l'autre 4 000, c'est comme ça. Je le sais. J'ai pas du tout de rentabilité. J'ai du mal à parler de rentabilité sur quelque chose qui vaudra 0 à la fin. Parce qu'un mobil-home, c'est 0 à la fin. C'est rien. Donc ça fait un peu comme les villas à Bali, quoi. On les achète, il faut qu'elles soient rentables très vite. Hein. Parce qu'après, à la fin, elles ne sont plus pour nous. Là, c'est pareil. Sauf que le mobil-home, il est détruit. Il y a un système écolo qui fait que c'est quand même bien, j'ai perdu le mot, recyclé. Voilà. Donc, voilà, on pense au recyclage et on pense que la rentabilité à calculer sur quelque chose qui vaut 0, c'est dur pour moi, ça. Enfin... Non, parce que tu payes une partie dans les loyers d'emplacement. Et quand tu payes une partie dans les loyers d'emplacement, il y a une partie éco-mobil-home, justement. Et à la fin, tu peux payer le déplacement de ton mobil-home de l'emplacement sur le parking. Et éco-mobil-home se déplace pour le recycler. Donc c'est gratuit. Voilà. C'est bon ? Ok, c'est moi.